Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 23 juillet 2023. Mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune considération de quelque nature que ce soit ou aucun mandat. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la CAQ, Legault, l'usurpation du pouvoir? Point d'interrogation. Y a-t-il usurpation du pouvoir par le gouvernement Legault? Voici. Avant de commencer, d'abord, j'aimerais remercier ceux qui m'ont fait part de leurs vœux pour mon anniversaire et je salue amicalement tous les autres. Je vous invite à partager et à vous abonner à ma chaîne. Voici. Y a-t-il usurpation du pouvoir? Dans une vidéo précédente, j'ai fait un bilan de l'administration Legault. Je vais refaire un court bilan pour arriver à une conclusion avec laquelle vous pourrez être d'accord ou non. Donc, je refais ce bilan avec vous. Et je le fais en 20 points. Très important. Voici. Le premier point, en ce qui a trait à cette idée un peu abstraite de l'usurpation du pouvoir, c'est-à-dire de s'emparer du pouvoir de manière plus ou moins légale ou légitime. Le premier point, c'est l'abandon du troisième lien. On sait que le troisième lien a été le fer de lance de la campagne électorale de Legault dans la région de Québec. N'eût été du troisième lien, aurait-il été élu? Aurait-il pu faire élire, est-ce que la CAQ aurait pu faire élire autant de députés? La question se pose. La promesse très forte a été abandonnée. On peut se poser la question. Deuxième point, pas d'enquête publique sur le drame, l'hécatombe des CHSLD. Il faut comprendre ici que sont en cause nos lois, suspicion d'actes criminels, de ce qui s'est produit dans les nombreux CHSLD. On parle ici de 5000 décès autour, d'enquêtes pour la plupart qui n'ont jamais eu lieu, sauf un ou deux cas. Et on parle aussi de la fermeture de plus de 500 RPA dans la foulée de la crise de la COVID. Il faut comprendre que conformément au droit international, au droit canadien, le droit à la vie est un droit sacré et que dans les CHSLD, ce droit a été passablement enfreint. Du moins, on peut raisonnablement le penser. Voilà, donc pas d'enquête publique dans les CHSLD. Évidemment, Legault n'avait pas promis d'enquête à cet effet, mais les familles des victimes pouvaient peut-être espérer une réaction plus proactive du gouvernement, ce qui n'a pas eu lieu. Troisième point, pas de réforme du mode de scrutin. Eh bien, on se souvient que Legault, la CAQ avait promis une réforme du mode de scrutin pour répondre aux demandes du groupe Démocratie Québec et de l'ensemble des citoyens. Cette promesse n'a pas été respectée, il n'a pas l'intention de revenir là-dessus. Donc, on est confronté à un gouvernement qui a été élu grâce à 20% de l'électorat, 40% des personnes qui ont voté, puisqu'il y a 2 millions de personnes qui n'ont pas voté, donc c'est vraiment 20% de l'électorat, ce qui lui a donné plus de 90 députés, ce qui n'a pas de bon sens, ce qui défie la logique. Et à cet égard, je pense que nos tribunaux devraient s'en mêler, parce que cette situation pourrait perdurer, dis-je, pendant fort longtemps. Donc, la question de la réforme du scrutin. Quatrième point, la fermeture de l'email et possiblement
toute la question de Orange dans l'Abitibi. C'est-à-dire qu'on assiste présentement dans la foulée de la COVID à une situation grave d'inflation et possible récession qui entraîne des fermetures d'entreprises. Ce qui est frappant, c'est de voir la passivité du gouvernement de la CAQ par rapport à ces fermetures. Je pense que c'est important. Orange n'est toujours pas fermé, mais les rumeurs circulent et en tout cas, on va voir dans un futur prochain quelles vont être les conséquences de cette campagne qui a été menée par le gouvernement de la CAQ contre Orange. On va voir. Attendons, soyons attentifs. 5e point, le verglas Hydro-Québec. Il faut comprendre que depuis qu'il y a eu un verglas il y a peu de temps, que la réponse d'Hydro-Québec a été très, très lente et qu'il y a eu d'autres pannes. Il semble y avoir une faiblesse à Hydro-Québec. Il semble que le système mis en place est peine à répondre aux demandes des citoyens et à maintenir l'approvisionnement du service malgré les intempéries, malgré les changements climatiques. Ça, je vais revenir là-dessus, la question des changements climatiques dans un autre point. Donc, la réponse faible, déficiente d'Hydro-Québec au cours des derniers mois. 6e point, la SAC. Évidemment, le ministre Éric Kerr nous a démontré les difficultés de la SAC. En est-il responsable? Est-il suffisamment compétent pour régler les problèmes de la SAC? On va voir dans un futur prochain si jamais il y a un remaniement ministériel. 7e point, M. Fitzgibbon. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Les problèmes d'éthique de M. Fitzgibbon sont connus et ils ne sont pas réglés. Il est toujours en poste. Bon, ils ne sont pas réglés. Il y a des décisions qui ont été prises par la commissaire à l'éthique avec lesquelles on peut être plus ou moins d'accord, mais l'attitude du ministre n'a pas changé. Il est toujours aussi baroudeur. Est-il efficace, par contre? On va voir dans les prochains mois s'il est vraiment l'homme de l'économie du Québec. On va voir. Attendons. 8e point, le dossier de la santé mentale. Ah ben là, ça a donné lieu à des catastrophes absolument épouvantables, des incidents graves à Louisville, ce qui a donné lieu au décès de Maureen Brault, la sergente de la Sûreté du Québec, le drame de Laval dans la garderie, à Amqui, à Rosemont, ainsi de suite. Et là maintenant, cet été, nous sommes confrontés à un sérieux problème d'itinérance à Montréal pour lesquels il ne semble pas y avoir de solution, ni à moyen, ni à court terme. Voilà. Point numéro 9, le contentieux fédéral provincial. Eh bien, la question de la laïcité n'est toujours pas réglée. On va attendre des décisions des tribunaux. La question aussi autour de la loi 101, certaines dispositions de la loi 101 ont pour effet de rayer de la carte les anglophones du Québec ou enfin de ne pas les reconnaître à proprement parler. Le dossier de la santé, on parle ici de la fameuse péréquation du partage en santé, et le dossier de l'environnement, la création de la super agence fédérale qui aurait pour effet de plus ou moins neutraliser ou concurrencer son équivalent provincial. Le point numéro 10, l'augmentation de salaire des députés. Là, vraiment, là, c'est scandaleux, là, on se fout de notre gueule. En plein contexte de récession et d'inflation, de hausse des taux d'intérêt où des familles de la classe moyenne vont devoir vendre leur propriété parce qu'elles ne peuvent plus assumer les mensualités. Eh bien, venez nous parler d'une hausse de près de 30% du salaire des députés. C'est tout simplement scandaleux et effronté. Mais le grand chef maintient sa décision malgré les difficultés.
Le point numéro 11, la crise du logement à Montréal, c'était une catastrophe annoncée et ça s'est produit, le problème est toujours là et ça ne va pas se régler, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie, malgré tout ce qu'on peut nous dire. Valérie Plante nous parle de consultation, le temps des consultations est terminé, nous sommes en pleine crise et il n'y a pas vraiment de solution. 12e point, bien, c'est l'inflation à proprement parler, qui se traduit principalement par la hausse du coût du panier de provisions, n'est-ce pas, par la hausse des loyers, la hausse des hypothèques, du taux directeur des paiements hypothécaires qui subissent une augmentation spectaculaire en raison de la hausse du taux directeur. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo antérieure que dans le contexte de la COVID, les gens ne travaillent pas et le gouvernement fédéral imprime de l'argent pour envoyer, en quelque sorte, envoyer une aide aux individus, aux familles, aux entreprises, que tout ça a un impact sur l'ensemble de la devise qui serait en quelque sorte diluée puisque la devise ne correspondait plus à du travail effectué. Donc, on dilue la devise. Maintenant, les banques ont tout à fait raison de réagir afin de protéger les épargnants en augmentant les taux directeurs. Évidemment, les hypothèques qui se sont conclues à une période où les taux d'intérêt étaient bas vont être révisées. Les paiements mensuels et mensualités vont être révisés. Et évidemment, pour beaucoup de familles, c'est la fin du rêve de la propriété. Les conséquences politiques de cela risquent d'être importantes pour la classe moyenne. Et il faut comprendre que la décision fédérale d'imprimer de l'argent par les différents programmes qui visaient à supporter durant la COVID, la PCU notamment, eh bien que tout ça n'est pas sans conséquences. Les conservateurs l'avaient annoncé et là, ça se produit. Les banques réagissent et elles ont raison. Elles ramènent nos gouvernements à la dure réalité canadienne. 13e point, Drainville et les salles de prière. Bon, ça va dans la foulée de la loi sur la laïcité. Je pense que c'est une problématique qui est fabriquée de toutes pièces, qu'on aurait pu éviter, mais le gouvernement de la CAQ, tout ce qui touche la religion, eh bien, cherche à mettre, passez-moi l'expression, des bâtons dans les roues ou à créer des conflits de façon à ce que le Québec soit, en quelque sorte, un territoire uniquement laïque et à effacer toute trace de ce que nous, Québécois catholiques, avons été, mais qui a aussi un impact sur les autres religions, c'est-à-dire sur les autres communautés, entre autres les communautés culturelles, les anglophones. Dans le cas des anglophones, ça va être plus difficile puisqu'ils ont encore leur commission scolaire protestante et que le gouvernement de la CAQ n'ose pas trop les toucher, n'est-ce pas? Mais pour les communautés ethniques, les communautés culturelles, le gouvernement de la CAQ veut lancer un message. Et ce message, eh bien, touche aussi les catholiques plus traditionnalistes, comme par exemple celui qui vous parle. Donc, encore une fois, un autre dossier qui risque de se retrouver devant les tribunaux, et je pense qu'il est déjà devant les tribunaux, sauf erreur. 14e point, c'est l'ingérence chinoise. L'ingérence chinoise au Québec existe. C'est la 5G. Legault a supporté la 5G et les oligarques médiatiques l'ont, à la demande d'ailleurs des oligarques médiatiques. Et aujourd'hui, la 5G est étendue partout au Québec. Les conséquences sont peut-être prévisibles pour le moment. Et
On peut raisonnablement penser que s'il y avait une enquête publique sur l'ingérence chinoise, on aurait des réponses à nos questions. Mais pour l'instant, les conservateurs et les libéraux à Ottawa, dans ce dossier, se lancent la balle, les libéraux exigeant le nom des personnes qui pourraient diriger, en fait, en quelque sorte, mener cette enquête publique indépendante. Eh bien, les libéraux exigent que les conservateurs fournissent des noms et les conservateurs exigent que les libéraux déclenchent l'enquête. Donc, c'est vraiment la quadrature du cercle. On n'en verra pas la fin. Finalement, il n'y en aura peut-être jamais d'enquête sur l'ingérence chinoise. Mais à tous égards, l'influence chinoise sur le plan économique, elle est là. Il y a un site d'affaires mondial Canada qui est facilement accessible et qui vient supporter les entreprises qui veulent créer des agences ou des succursales en Chine et, euh, et autres influences aussi. Bon, pour tout ce qui touche, par exemple, la question du crédit social, de la reconnaissance faciale, du fameux passeport numérique, tout ça sous l'emprise de la 5G. C'est absolument énorme. Ensuite, j'arrive au 15e point, la question de l'économie verte liée au changement climatique. Il faut comprendre que le fait de renoncer ou en fait de chercher à diminuer l'influence de l'industrie pétrolière a des conséquences sur le trésor public, puisque, évidemment, la taxe sur le pétrole représentait et continue de représenter un apport important pour le gouvernement du Québec. Mais lorsqu'on décide de s'orienter vers une économie verte et de chercher de nouvelles sources de revenus pour remplacer le pétrole, il est assez évident que ces nouvelles sources-là ou n'existent pas ou elles sont très incertaines. On parle ici de l'automobile électrique, on parle des panneaux solaires. Il faut comprendre que l'automobile électrique n'est pas accessible à tout le monde. Elle est extrêmement coûteuse, son entretien est coûteux et les disponibilités par les temps qui courent sont limitées. Maintenant, quand tout le monde va avoir une automobile électrique, il faut penser ce que ça va représenter pour Hydro-Québec qui va devoir alimenter en électricité non seulement les maisons, mais aussi les véhicules. Or, nous sommes souvent en panne. Est-ce que Hydro-Québec va y parvenir? N'est-on pas en train de surcharger Hydro-Québec? La question se pose. Point numéro 16. Le travail des enfants. Bon, on veut permettre à des enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans de travailler. Je pense que ça représente un recul important par rapport à la protection des droits des enfants et à la question, évidemment, non seulement de la protection, mais de l'éducation des enfants. Est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'on doit encourager des jeunes, aussi jeunes, à se présenter sur le marché du travail, à exécuter des tâches? La question se pose, le gouvernement Legault semble l'avoir pris pour acquis. Il n'y a pas vraiment de débat sur cette question, c'est malheureux. La question, le point numéro 17, la DPJ et la déchéance des droits parentaux. Ça aussi, il y a un débat qui aurait dû y avoir là-dessus. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. C'est dommage. Et il va falloir revenir là-dessus. Éventuellement, la loi va probablement être attaquée devant les tribunaux. La question, le numéro 18, la violence armée à Montréal pose aussi un défi à la sécurité publique. J'ai pas de chiffres là-dessus, mais dans les médias, on nous en parle pratiquement tous les jours. Numéro 19, le droit de propriété à proprement parler.
est-ce que l'accès à la propriété en raison de l'inflation est réellement menacé? La question se pose. Et je crois que oui, parce que les taux directeurs n'ont pas fini d'augmenter. Et le gouvernement Legault ne semble pas avoir de solution par rapport à ce principe, ce sacro-principe, sacro-saint principe, dis-je, du droit à la propriété. Finalement, le numéro 20, je reviens là-dessus, le serment au roi. Le gouvernement Legault a adopté le projet de loi numéro 4 qui est devenu le 9 décembre 2022, qui est devenu une loi de l'Assemblée nationale. Cette loi de l'Assemblée nationale s'énonce de façon suivante. Il y a 2 articles. L'article numéro 1. La loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par l'insertion après l'article 128 du suivant. L'article 128 ne s'applique pas au Québec. Le deuxième article, la présente loi entre en vigueur le 9 décembre 2022. La question qui se pose, est-ce que l'Assemblée nationale pouvait modifier unilatéralement la loi de 1867, n'est-ce pas, à laquelle se rattache la loi de 1982, la loi du Canada de 1982, qui prévoit une formule d'amendement. On a donc passé outre la formule d'amendement et on a modifié unilatéralement l'acte d'Amérique du Nord britannique pour y inscrire l'article 128 Q.1. À savoir que l'article 128 de l'acte d'Amérique du Nord britannique ne s'applique pas au Québec. Première question, est-ce qu'il existe une version anglaise de cette loi de l'Assemblée nationale? Deuxième question, j'ai vu dans les documents fédéraux que le projet de loi 4, que l'article 128 Q.1 n'a pas été intégré dans la loi constitutionnelle du Canada par le gouvernement fédéral. Donc, on a affaire à un gouvernement pour permettre aux députés du Parti québécois de siéger. On a affaire à un gouvernement qui a décidé de mettre fin au serment au roi, qui est pourtant le fondement de l'ordre constitutionnel du Canada, qui est une monarchie. Le serment au roi est la garantie de la loyauté. C'est pas rien, là. C'est pas une fantaisie de juriste, là. C'est le fondement de l'ordre constitutionnel du Canada, le fondement de la loyauté envers la couronne. Et ce n'est pas parce que le Québec n'a pas signé la Constitution de 1982 que le droit de conquête prévu en common law, en droit anglais, a cessé d'exister. La province de Québec continue d'être une province, à savoir un territoire conquis par la couronne britannique, et pour apporter les modifications à la Constitution de 1867, il faut suivre la formule d'amendement prévue dans la loi de 1982. Or, ici, de façon unilatérale, pour la énième fois, après l'abolition du Conseil législatif, après l'abolition des commissions scolaires catholiques, là maintenant, c'est l'abolition du serment au roi qui est le fondement, je le répète, le fondement de l'ordre constitutionnel canadien. Et cela ne sera pas sans conséquence, puisque toutes les lois, décrets adoptés par le gouvernement Legault depuis la sanction royale du 9 décembre 2022 pourraient être attaquées devant les tribunaux et pourraient être déclarées inconstitutionnelles, nulles et non avenues, de même que l'Assemblée nationale elle-même pourrait être déclarée inconstitutionnelle en raison de la violation de ce principe fondamental de l'ordre constitutionnel canadien.
Il suffirait d'une requête en jugement déclaratoire pour faire déclarer inconstitutionnelle cette loi qui s'intitule « Loi visant à reconnaître le serment prévu par la loi de l'Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger ». Donc, ça, c'est le titre de la loi pour la faire déclarer inconstitutionnelle, nulle et non avenue. Donc, et ce qui est surprenant et choquant, c'est le silence de Justin Trudeau, premier ministre du Canada, le silence de la gouverneure générale et le silence des institutions, pensons au barreau du Québec notamment, qui n'a pas pris position sur cette question très sensible qui constitue pourtant le fondement de notre ordre constitutionnel. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis que le Québec existe comme province, eh bien, ce serment a toujours été respecté sous George VI, sous les souverains qui ont précédé George VI, Édouard VI, George V, Victoria, Élisabeth et bien sûr le roi Charles III. Ce serment, c'est le lien qui affirme la loyauté par rapport à un ordre constitutionnel et à des valeurs qui se rattachent à la monarchie britannique. Et il y a une façon de s'en sortir, c'est prévu dans la loi de 1982, mais le gouvernement Legault a décidé de passer outre et de s'affirmer comme un ordre constitutionnel distinct. Quel est cet ordre constitutionnel? Je ne le sais pas. Je vous lance le défi. Je lance le défi au barreau de s'adresser au gouvernement, à Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice et procureur général, pour qu'il nous détermine quel est l'ordre constitutionnel du Québec. Parce que là, maintenant, il n'y en a plus pour le Québec. À moins, évidemment, que cet ordre constitutionnel que Legault veut nous imposer soit une usurpation du pouvoir. Ah, c'était le but de la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement de la CAQ sous Legault a usurpé le pouvoir en raison de tout ce que j'ai mentionné, mais surtout en raison de la non-application, de la suspension du serment au roi, qui est la base de notre monarchie constitutionnelle, de notre monarchie parlementaire. C'est une première dans l'histoire et la situation ne doit pas rester, la situation ne doit pas perdurer. Il va falloir que quelqu'un introduise une requête en jugement déclaratoire pour attaquer cette loi infâme qui ne reflète pas l'ordre constitutionnel canadien. Là-dessus, je vous invite à aimer ou à ne pas aimer et à partager. Et je vous souhaite une excellente journée et on se revoit. À la prochaine.